Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux pour cette journée de sensibilisation à l'autisme. Je voulais juste aborder un petit sujet qui me tient à cœur juste avant qu'Élodie, notre invitée, commence son intervention. Il est évident qu'Élodie va parler de son parcours, mais que chaque personne autiste a un parcours différent en fonction de ses capacités ou de ses déficiences, et que voilà, elle pourra parler que en son propre nom personnel. Et il est évident qu'aujourd'hui, elle a un parcours professionnel qui est le sien, mais que les autistes, en fonction de leurs capacités, ne peuvent pas forcément tous travailler. Certains, malheureusement, se retrouvent en structure à vie, d'autres se retrouvent chez leurs parents sans aucune activité. Mais quand on a l'occasion de pouvoir faire travailler ces personnes, alors il y en a qui vont travailler en ESAT, accompagnés, encadrés. Il y en a qui vont travailler en milieu ordinaire, pareil, encadrés, accompagnés, avec du job coaching, la sensibilisation dans les équipes. Mais peu travaillent dans le milieu ordinaire sans être accompagnés, ont souvent un parcours chaotique avec des essais dans différents domaines professionnels. Et avant de pouvoir éventuellement avoir une voie professionnelle qui s'ouvre à eux. Alors souvent, ces personnes-là sont des personnes qui ont un intérêt spécifique qui leur permet d'avancer par cette motivation très personnelle qui leur permet d'avoir une vie professionnelle. Donc pour le coup, Élodie sera plutôt dans ce cadre-là. Malgré ses difficultés, elle a réussi à avoir la vie professionnelle qu'elle souhaitait, mais non sans difficulté. Vous allez voir, son parcours a été chaotique, comme beaucoup de personnes autistes. Elle va vous raconter son enfance, son adolescence, bien sûr, mais ce ne sera pas le sujet du jour. Ce sera justement cette vie professionnelle qui, aujourd'hui, l'épanouit, même si les difficultés sont réelles. Que sur scène elle s'épanouit, on a l'impression que tout va bien, que c'est une personne qui n'a pas de difficultés. Mais pour ma part, puisque je l'accompagne dans le quotidien, je peux témoigner de grandes difficultés au quotidien. Donc je vais lui laisser la parole. Et donc voilà, Élodie, comme vous pourrez le voir, elle a un TSA diagnostiqué récemment, puisque ça fait à peu près 2 ans, hein, Élodie. Et donc elle a ensuite des comorbidités importantes, puisqu'elle a un TDAH. Je peux. Oui, tu vas te présenter, d'accord. Allez, tu vas présenter et lister. Voilà. Allez, je lui laisse la place et puis profitez bien parce que c'est une personne qui a la faculté de pouvoir exprimer toutes ses difficultés, contrairement à certains autres qui ne peuvent pas le faire. Et donc, elle peut vous apporter beaucoup de choses. Et après, on pourra échanger avec elle. Et alors moi, je lui poserai certaines questions. Je vais vous demander de ne pas faire trop de bruit parce qu'elle est très sensible au bruit. De ne pas poser de questions tous en même temps, ensuite quand elle aura fini sa conférence, et ensuite on passera un petit concert. Voilà, je vous souhaite un bon après-midi. Bien, merci Marie pour cette petite présentation. Donc voilà, du coup je vais un petit peu me représenter, on va dire. Voilà, donc je m'appelle Élodie Atlantis. Atlan, c'est le nom de jeune fille de ma maman, et j'ai pris Atlantis comme pseudonyme artistique. Voilà, car quand je suis sur scène, je suis un peu comme la meilleure version de moi-même, on va dire. Sur scène, je ressens moins les difficultés. Quand je suis passionnée par les micros depuis toute petite. Et tout le temps, j'avais besoin d'avoir des micros. Quand j'ai un micro, j'ai l'impression que ma voix, j'essaye de la faire un peu différemment, mélodique, tout ça.
Et parce que la communication, voilà, on dirait pas comme ça, mais c'est quelque chose qui peut être compliqué pour moi. La compréhension entre moi et les autres, les choses des fois qu'on me dit, je vais interpréter peut-être des fois à l'envers. C'est un peu, voilà, c'est compliqué la vie de tous les jours avec les gens, voilà. Donc en fait, j'ai été diagnostiquée donc avec un trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle. Voilà, c'était en septembre 2021 et j'avais 37 ans. Donc ce qui est quand même assez tard pour ce genre de diagnostic. Et j'étais diagnostiquée aussi TDAH, trouble de l'attention avec hyperactivité, dyspraxie, donc trouble du mouvement, hein, de la praxie, dysphasie. Alors ça ne se voit pas comme ça, mais il y a des moments où j'inverse tous les mots. Des fois, j'arrive plus à parler. C'est compliqué, mais ça fait partie aussi de l'autisme. Donc aussi dyscalculie, du mal à ne serait-ce que faire une addition, rendre la monnaie, des choses un petit peu simples, voilà, comme ça. Et du coup, j'ai aussi développé un trouble anxieux généralisé dans la vie quotidienne. Voilà, dès qu'il y a des situations qui me dépassent, avec des imprévus, des choses qui peuvent vite me contrarier à l'intérieur de moi. Des fois, je peux me retrouver submergée. Voilà, et aussi faire des crises, ce qu'on appelle le shutdown autistique. Hein. Les crises, on ne va plus parler, on va rester voilà, loin de tout, on ne peut plus interagir avec les gens, on doit se reposer, on est fatigué. Et les meltdowns, les crises explosives où du coup je vais crier, je vais bouger dans tous les sens, voilà, c'est un peu compliqué hein, de gérer ces deux phases aussi, mais avec le trouble anxieux voilà, qui est compliqué. Et donc tout ça, tout accumulé. Ah oui, et j'ai aussi diagnostiqué le syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile. Donc c'est souvent un syndrome qui est diagnostiqué quand on a aussi un trouble du spectre autistique. On a souvent une hypermobilité des membres. Alors peut-être, là, j'ai pas fait un pourcentage, mais voilà, souvent, voilà, on peut se faire des entorses, on a des scolioses, on a les pieds qui se tordent, tout ça, ça crée beaucoup de désordre dans tout le corps. Voilà, c'est compliqué. Et donc, moi, je dois me balader avec ma machine d'oxygène, mes aérosols, je suis asthmatique sévère, la gastroparésie, paralysie de l'estomac, tout ça, difficulté alimentaire depuis que je suis toute petite, je peux pas tout manger, je dois tout trier, tout doit être voilà, ou vert ou orange, sans sauce. Je mange aussi beaucoup de peau bébé, sans des choses pas trop goûteuses. Ou alors, ça va être toujours les mêmes choses. En ce moment, c'est le poivron, par exemple. Je vais manger des poivrons crus comme ça, comme une pomme. donc voilà. Je ne veux pas m'éparpiller, donc n'hésite pas à me poser des questions parce que je peux aller très loin et vite, je vais me perdre. Donc n'hésite pas pour revenir au truc, parce que moi, j'oublie des... Ton enfance par rapport à ton centre d'intérêt. Ton enfance est à l'école. Alors en fait, mon enfance à l'école, justement, je vais prendre quelque chose parce que j'aime bien, voilà. C'est le livre que j'ai écrit, qui est sorti à Noël, La petite fille qui ne parlait qu'au Père Noël. Et donc, voilà, j'explique un petit peu mes difficultés pour m'intégrer avec les autres, avoir des amis, avoir les mêmes centres d'intérêt que les autres enfants que moi. Et je parlais pas beaucoup. Pas beaucoup, hein. Je parlais, hein, si on me posait une question, je vais dire oui, non, ou alors quelques autres petits mots, mais c'était pas énorme. Hein. Par exemple, quand je rentrais à la maison, ma mère, elle me disait « Alors, qu'est-ce que tu as fait à l'école? C'était bien? Oui. Mais qu'est-ce que tu as fait? Bah oui, comme d'habitude. » Enfin voilà, c'est la maman, hein, elle est là, maman, elle peut témoigner. Hein. Et donc c'était compliqué, et des fois, vu que j'étais harcelée, on m'a frappée,
Des fois, je revenais avec des bleus et tout, et j'arrivais même pas à expliquer ce qui s'était passé. J'arrivais pas. Voilà, c'était toutes les moqueries, et puis bah du coup, voilà, j'étais dans ma bulle, et tout d'un coup, à un moment donné, il y a eu un spectacle de fin d'année, donc avec un spectacle de Noël, où j'ai interprété une pièce de théâtre. Et alors, bah, la maîtresse, elle voulait pas. Voilà, elle se disait, Elodie, t'es pas obligée. Voilà, surtout, voilà, elle voyait, hein, j'avais du mal, mais quand même, des fois en classe, j'apprenais mes poésies. Et puis du coup, dès qu'il y avait une poésie, ben, je prenais ma grande voix, comme ça, et puis voilà, et là je m'exprimais, voilà, sans souci. Et après, je revenais dans mon bureau comme ça, un peu maladroite, j'avais du mal je me cognais contre les tables et tout, et je revenais comme ça sans bouger, j'avais du mal. Elodie, tu peux nous dire ben non, je sais pas. Et puis après tout le monde rigolait, enfin bref, c'était voilà, scolarité compliquée, mais j'ai réussi à passer entre les mailles du filet. Je sais pas comment j'ai fait, hein. Mais disons voilà, c'est grâce au théâtre, tout d'un coup je me suis exprimée comme ça, et tous les parents, tous les enfants se sont levés et ils m'ont dit de refaire une fois ma pièce de théâtre, et j'ai senti que c'était libérateur pour moi sur scène. Il n'y avait plus de barrière entre moi et les autres. Il y avait moi et le public. Voilà, et le public devant moi, parce que des fois il y en a qui sont derrière, c'est un peu difficile. Ouais, parce que tous les bruits, tout ça, c'est même les mouvements et tout, je le ressens tout à vive allure. Et en fait, c'est des difficultés à trier et hiérarchiser toutes les informations que l'on peut avoir, les sons, les lumières, les mouvements, toutes les couleurs. Par exemple, dans un supermarché, c'est extrêmement dur. Je fatigue très très vite. Donc voilà, sur scène, j'ai trouvé cette facilité. Voilà, il y a aussi du coup dans l'écriture des chansons, des poèmes, tout ça. Et puis récemment, les 2 livres que j'ai sortis. Voilà. Donc du coup, quand j'ai interprété cette pièce de théâtre, ma maîtresse est venue me parler, et elle m'a dit, Elodie, n'oublie jamais ce que tu as fait, car c'est vraiment incroyable ce que tu as fait sur scène. Toute ta vie, il faudra que tu continues le théâtre, vraiment, que tu continues le théâtre, c'est magique, tu es une artiste, sache-le, et ça, je n'oublierai jamais ce qu'elle m'a dit, parce que je m'en suis souvenue toute ma vie. Elle me disait, c'est ça qui t'aidera à communiquer avec les autres. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans ma vie, voilà. Du coup... Avec l'exemple de ton papa aussi, qui avait le micro. Oui, bah mon papa aussi, il faut suivre que j'ai suivi un peu aussi ses intérêts spécifiques et la scène, parce qu'il fait des conférences avec, du coup il avait le micro, il nous emmenait partout, moi et maman, dans les radios, les télés, les interviews, et finalement j'ai fini par apprendre à parler de moi comme un intérêt spécifique. Donc j'adore les interviews, j'adore du coup quand c'est bien cadré et tout, j'aime bien, je peux répondre, c'est facile de parler de moi parce que je l'ai appris. Au début, j'écrivais, qu'est-ce que je vais dire, il va me poser telle question et tout, alors je vais écrire. Et puis à partir de l'âge de 17 ans, j'ai eu plein d'interviews sur les télés, radios, tout ça. J'ai eu une petite notoriété à un moment donné, sous un autre nom de scène. Avant, je m'appelais Kenny Quest, et j'ai une renommée aussi. Et puis après, j'ai changé de nom parce que j'ai fait des mauvaises rencontres, on va dire, avec des producteurs malveillants qui m'ont un peu cassée, parce que aussi je suis extrêmement naïve et je crois tout ce qu'on me dit. J'avais des grands espoirs, tout ça, et puis voilà, il y a des personnes des fois qui profitent de ce côté, voilà, on va dire trop gentil. Mais moi je me dis, oui, je suis gentille, mais au fur et à mesure des années, je vois qu'il y a des gens vraiment méchants quand même dans le monde. Et moi je suis un petit peu voilà, je suis un petit peu peluche, au monde de l'enfance, tout ça. Chez moi, il y a des licornes. D'ailleurs, j'ai oublié mon lapin, c'est pour ça que Marie m'a donné
le petit Teddy. Et voilà, je suis très... j'ai ce côté un peu passionné, tout ça. D'ailleurs, j'adore me déguiser, j'adore les paillettes, enfin voilà, tout ça, j'ai besoin de tout ça. C'est mon univers. Et pardon, je prends un petit peu d'eau. Si tu veux me poser une question. Oui, parce que tu avais du mal aussi beaucoup avec les imprévus dans tes situations. Voilà. Ah bah oui, maintenant, enfin, le moindre imprévu est très difficile à gérer. Parce que, en fait, je me suis rendu compte avec tout ça, les diagnostics et tout, j'ai essayé de comprendre pourquoi les imprévus, c'est difficile quand on est autiste, pourquoi notre cerveau bug, on va plus arriver à gérer, on va s'énerver, on va être en colère, on va pleurer, bref, on va avoir des réactions surdimensionnées par rapport aux personnes neurotypiques en un imprévu. Nous, on est perdus. On est perdu, c'est difficile. Donc, parce que, en fait, on a besoin de tout répéter. C'est ce que j'appelle, on crée dans notre cerveau des trajets neuronaux. Voilà, il y a des trajets. Par exemple, là, moi, par exemple, j'ai toujours mon partition à gauche, j'ai ça là, l'ordinateur à droite, la sono ici. Bref, c'est des trajets, tout ça, des choses qui sont faciles. Si tout d'un coup, ça, c'était... en plus, c'est trompé de sens. Mais bon, ouais, enfin bref, il y a des fois, il y a des petits trucs qui peuvent prendre des proportions pas croyables. Ben non, normalement, c'est à gauche. Et si c'est de l'autre côté, ben, je vais être perturbée. Et ça, ben, les gens ne peuvent pas s'imaginer que des toutes petites choses comme ça peut prendre des proportions énormes. Dans la vie, tout d'un coup, on a un rendez-vous, on nous dit c'est telle heure, tout d'un coup, on nous rappelle, ben déjà on nous appelle, en plus, téléphone, les informations orales à ingérer, trucs nouveaux, ben, on nous appelle, non, ben, finalement c'est 14h30. Ben moi, dans ma tête, non, j'ai gardé mon cerveau, il a tout calculé, le trajet neuronal, il est là. Hein. Il est là, il s'est formé. Non, c'est 14h. Qu'est-ce que j'ai fait l'autre fois? Ben, parce que Marie, elle m'aide énormément dans mon planning, parce que moi, avant que Marie soit là, c'était la catastrophe. J'avais kiné, je rentrais dans la piscine en balnéothérapie, en maillot et tout, et on me dit, mais non, c'est pas le bon kiné, c'est pas la bonne heure. Et c'est pas... voilà, c'était presque pas le lieu, puisqu'en plus, c'était même pas la balnéo, j'avais rendez-vous en haut, et là, imprévu. J'étais là, je disais, je sais plus quoi faire, j'arrive plus à sortir de la piscine, je peux nager, et puis en plus, alors là, mon vocabulaire, je perds la communication, je bégaye, je fais nager, besoin de nager, là, je peux pas, donc du coup, il fallait que je nage, parce que j'avais mentalisé que j'ai nagé. Et donc j'avais tout préparé, moi, la veille et tout. Il faut des préparations, tout ça. Et voilà, si tout d'un coup, ben, comme je disais, mon docteur, là, en fait, c'était 15h30. Et c'était pas 14h. Et pourtant ma maman, elle m'avait envoyé un texto. Elodie, c'est à 15h30, le rendez-vous. Ouais. Bon, alors, attention, mon rendez-vous, il est à 14h. Hein. Vite, je vais dans ma voiture sans permis. Vite, hop, je vais chez le docteur, toute contente, avec mon petit panier qui roule. Voilà. Mais Elodie, on avait rendez-vous à 15h30. Et là, catastrophe. Donc maintenant, elle me connaît. Ma docteure, hein. Mais une fois, elle m'a fait le truc aussi, je me suis trompée d'heure. Eh ben, j'ai craqué. C'était trop conduire avec ma voiture sans permis, prendre une place, prendre mes sacs, préparer, mentaliser avant, aller à l'heure, calculer l'avant, le après, le spatio-temporel, ce qu'il faut mettre, le vêtement, il fait chaud, froid, comment, quoi. Mais c'est énorme. C'est énorme, toutes ces petites informations qui s'accumulent et prennent des proportions immenses. Et c'est pour ça que, par exemple, avec Marie, elle me fait des listes. On décompose les tâches, on décompose les choses. Parce que, allez, va chez le docteur à 15h30. Comment, quoi, qui? Non, donc maintenant, je vais chez le docteur, normalement, c'est toutes les semaines à 14h, mardi.
Mais là, c'était un autre jour, un autre moment. Et heureusement, donc je disais, ma docteure, elle m'a prise parce que l'autre fois, j'ai fait une crise. J'ai fait une crise et j'ai commencé à... J'étais comme ça. Non, je peux pas, je sais pas. Et puis alors, je perds mes repères. Et puis bref, j'ai jamais fait autant de crises que depuis que je vis seule. Parce que je vis seule depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Et je vivais chez mes parents encore. Et je savais pas que c'était si compliqué de devoir gérer des petites choses toutes simples comme ça, aller à un rendez-vous, faire les courses, faire... Mais non, en fait, tout prend des proportions monumentales. Et du coup, je fatigue très très vite. Voilà. Et donc, dans mes expériences de travail que j'ai eues, et dans ma première expérience de travail, c'était à 19 ans. J'ai été animatrice dans une école pour enfants. J'étais toute contente, je voulais passer mon BAFA, je voulais faire plein de choses et tout, c'est génial. Et puis, du coup, j'ai travaillé pendant 5 jours. De 8h à 19h, j'avais 1 heure pour manger, mais il y avait plein d'enfants, ça criait partout, il fallait les rassembler. On était allé à Aqua Splash ou Aquatica, je sais plus. Alors moi, je dis super, on va nager et tout. J'ai fait un malaise dans l'eau. Il y avait un tunnel à un moment donné, donc je fais avec comme tout le monde. Hein. Et puis j'ai fait un... C'était difficile, j'arrivais le premier jour, j'arrivais à 7h, je me couchais d'un coup. Jusqu'au lendemain, je ne pouvais plus me lever. C'était tellement fatigant. J'avais 19 ans. Hein. Oh, mais t'es jeune quand même. Hein. Quand on est autiste, on n'a pas à nous dire que t'es jeune quand même. Parce qu'on me l'a dit pendant des années. Oh, mais attends, moi j'ai 60 ans, hein, moi je suis fatiguée. Ou moi j'ai je sais pas quel âge. Mais quand on est avec toutes ces sensibilités et les troubles associés, je précise que les troubles associés augmentent le niveau de difficulté. Hein, et quelqu'un m'a dit récemment qu'une personne qui travaille avec des enfants autistes aussi, elle me dit pour elle, elle n'a jamais vu quelqu'un qui accumule autant, autant de troubles associés, plus l'autisme, plus, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Hein, donc voilà, oui, je disais, j'ai travaillé 5 jours. Et au bout du 6e jour, je crois, j'étais allongée et on a fait venir le docteur. Je ne pouvais plus me lever. J'étais comme ça. On me prenait le bras. Mais qu'est-ce qu'elle a, votre fille elle a travaillé. Hein, elle a travaillé 5 jours avec les enfants. Donc, écoutez, je crois qu'elle fait un burn-out apparemment. Hein, burn-out à 19 ans. 5 jours de travail. Donc, voilà un petit exemple. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que tout ça, à partir de 17 ans, j'avais la guitare, de temps en temps une petite interview, hein, ça fait du bien, le micro, la scène, ça allait. Mais en contrepartie, j'essayais d'avoir en parallèle de mes études par correspondance. Parce que j'ai fait des études de droit. Bon, j'ai réussi à prendre ma licence de droit, mais avec plusieurs années, hein, et en lisant les cours. Juste, j'assistais pas aux cours, tout ça. Et puis, je suis partie en début de la terminale au lycée parce que j'ai craqué. J'arrivais pas, tous ces enfants, tous ces bruits, tous ces trucs que je comprenais rien. Je comprenais rien. Qu'est-ce qu'ils disaient entre tous? Pourquoi ils rigolaient contre moi? Pourquoi je sais pas, je disais, je me souviens d'un truc. Une fois, il y a des élèves qui sont venus au lycée et qui m'ont dit « Élodie, on voudrait te parler ». Je sais pas, elles arrivent toutes comme ça en groupe. Et je dis « Oui, que désirez-vous » Je fais comme ça, je savais pas que... des fois, les mots, je sais pas, « Oui, que désirez-vous » Et puis après, je me rappelle, je fais comme ça. Parce que j'avais vu dans un dessin animé, Tintin, ou je sais plus quoi, il y avait « Que désirez-vous » dans des films de château, de machin. Moi, je me prenais référence à tout ça. Donc oui, que désirez-vous? Et là, elles étaient mortes de rire. Je comprenais pas pourquoi à l'époque. Hein, là, après des années en comprenant l'autisme, j'ai compris que c'était pas la bonne expression à dire. Je sais pas, j'aurais dû dire autre chose. Et on m'a appelé que désirez-vous pendant toute l'année scolaire.
Et que désirez-vous? Voilà. Donc un petit exemple. Voilà la scolarité, les études de droit, licence de droit. J'ai travaillé aussi un jour dans la restauration, plusieurs fois. Alors c'était des... Comment ça s'appelait? Les espèces de contrats en one shot. Il y a un événement et tu dois être restauratrice pour un événement. Les extras en restauration. Voilà. Alors, en plus, c'était terrible, c'est que je voyais, il y avait une chanteuse, elle était avec son micro et tout, j'étais là, j'ai dit, mais je veux être là, moi. Je veux pas être là, qu'est-ce que je fais ici? Et c'était, voilà, mais bref, alors j'avais une personne qui disait, mais oui, c'est bien la restauration, comme ça va te faire un peu d'argent de côté, et tout, tu vois, tu pourras faire, faut travailler à côté, attention, tous les gens à l'époque, hein, parce que je côtoyais Pôle emploi, je côtoyais j'avais pas encore cette reconnaissance handicap, tout ça, donc c'est bien, il faut travailler, tu vas y arriver, t'es intelligente. Mais qu'est-ce que l'intelligence vient faire au milieu d'un extra de restauration? C'est pas, peut-être c'est une sorte d'intelligence, mais porter des plats, gérer toute la foule, les mondes, avoir mal partout, être maladroit. Oui, tu m'as dit quoi, le plat, le quoi? Oui, non, mais j'ai pas commandé ça, j'ai commandé de la viande, mais enfin, ah oui, non, là, c'est une catastrophe. Une catastrophe, donc c'était très dur, très difficile, hein, même une fois on m'a renvoyée. Hein. Ah oui, une autre fois aussi, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande, oui, vous pouvez déboucher la bouteille de vin et tout, alors on me donne l'appareil là. Alors, j'étais comme ça, je commençais à bégayer et tout, je dis, oui, en fait, alors je dis à la personne à côté, je dis, je sais pas déboucher une bouteille de vin. Alors il me fait, quoi? T'as travaillé en restauration et tu sais pas déboucher? Ben non, mais... Et puis alors du coup, il le dit à la patronne. Elle sait pas déboucher une bouteille de vin. Et elle dit, mais enfin, c'est la base quand vous avez vos amis qui viennent chez vous, vous leur ouvrez une bouteille, c'est la moindre des choses. Et moi je dis, j'ai ni chez moi et j'ai pas d'amis. Elle me dit, mais c'est qui cette luberlu là? Mais foutez-la dehors là, moi je la veux pas dans mon restaurant là. Alors du coup, je suis partie, j'ai pleuré pendant des heures et des heures. Voilà, mais après j'ai tellement d'anecdotes, tellement de trucs comme ça à raconter. Et le truc du magasin de vêtements, aussi magasin de vêtements et chaussures. Il y avait les deux, les vêtements, les chaussures, les tailles, les couleurs, les formes. Hein. Et puis en plus, il m'avait mis à l'entrée. Alors c'était normalement un essai de 3 semaines. À l'issue de ce CDD de 3 semaines, il pouvait m'embaucher pour un CDI, tout ça. Donc je me dis, voilà, je vais faire mes études de droit, ma musique, je vais avoir un petit boulot à côté, comme ça je pourrais me payer des petites choses et tout, parce qu'il faut bien savoir que je n'avais pas la hache à l'époque. Bon, et puis j'étais chez mes parents, mais j'avais pas c'était compliqué. Voilà, aller boire un verre, payer 5 €, c'est compliqué. Et bref, qu'est-ce que je voulais dire? Attends, je m'éparpille. Il faut que je rattrape le fil. Hein? Oui, voilà. J'aime bien parce que quand je fais une conférence, je demande aux gens de me dire « Ah, j'en étais où ?» Et puis les gens, ils me soutiennent dans mon truc. Donc voilà, c'est un peu comme Dory le poisson. « Ah, bonjour, j'ai un trouble de la mémoire immédiate. Ah, c'est doux le sable. Ah, oui, quoi ?» Alors voilà, je reviens. Donc, les chaussures et les vêtements. Donc oui, alors on me met devant la porte d'entrée et je devais dire bonjour aux gens. Alors, des fois ça sortait pas la voix. Je fais bonjour, bonjour, oui, bonjour. Enfin, j'essaie toutes sortes de bonjours hein, avec tous les tons. J'ai pas le micro. Si j'avais eu un micro, j'aurais fait bonjour messieurs dames, entrez, bien sûr, voilà. Et là, je dis bonjour. Ah, ça fait mal ça. Oui, alors, pardon, j'ai fait un mouvement qu'il fallait pas avec le micro. Non, pardon, ça fait très mal aux oreilles. Donc oui, bonjour, voilà, il rentre. Attendez, il faut que je rétablisse mon oreille.
Voilà, donc on va mettre une petite musique d'ambiance en attendant. Oui, et alors, on me demandait, voilà, je voudrais une robe à pois vert, taille 36, une paire de chaussures comme ça, taille 38. Quoi? Oui, vous pouvez répéter s'il vous plaît. Une robe verte à pois vert, taille 38 et des chaussures taille 36. 36, 38, vert, rouge, rouge, vert, 36, 38. Alors je répète, 36, 38, vert, rouge, rouge, vert. Oui, d'accord, je reviens. Hein. Donc je monte les escaliers, j'étais comme ça, je tremblais de partout. Là, 36, vert, rouge, vert, bleu. Et puis je me rappelle plus du tout. Donc, et puis en plus, je cherchais les tailles, je ne trouvais pas. Hop, j'arrive, mais on me dit, non, c'est pas du tout ça que j'ai demandé. Et puis c'était comme ça, sans arrêt, dans le magasin de vêtements. Et je faisais que trop dur d'avoir toutes ces informations, les gens, les sons, les lumières. Et puis après, ils ne pouvaient pas me renvoyer parce que j'avais un contrat de 3 semaines. Mais en fait, ils m'ont dit, Élodie, on n'en peut plus de toi. On voudrait qu'on attend la fin du contrat, ne fais plus rien. Soit, à un moment, on m'a dit, tu restes dans un coin et tu bouges plus. Voilà, ça a été dur. Moi, je ne savais pas dire, je suis autiste, maintenant, tous les aménagements qu'il y a, Comment savoir quand on est... voilà, j'avais quel âge? J'avais 21 ans, quelque chose comme ça, je sais plus, 22. Et qu'est-ce que vous voulez que j'allais dire quoi? Oui, je sais pas, j'ai des angoisses. Ouais, mais bon, à ce point-là, quand même, enfin voilà, et puis c'était compliqué. Puis je devais ranger les tailles aussi à l'ordre croissant ou décroissant. Du coup, des fois, j'y arrivais pas. J'avais 36, 40, 42, 30, 38, 30. Et tout se mélangeait dans ma tête. Et comme je disais dans un poème, tout se mélange dans ma tête, je me sens étrange et parfois si bête. Et donc, c'est parce que c'est juste que il faut, comme je dis, que tout soit comme d'habitude, carré, les mêmes choses, pas beaucoup de bruit autour, même information. Bien sûr qu'on peut travailler, mais dans des choses super adaptées, parce que on peut vite craquer. Donc voilà, quand on est autiste, on a souvent des passions, des intérêts spécifiques. Eh bien, il faut essayer de miser tout là-dessus, sur nos passions, et peut-être qu'un jour, on pourra en ressortir quelque chose, une petite activité. Alors, c'est vrai que moi, depuis l'âge de 17 ans, là, maintenant, du coup, voilà, les années ont passé, hein, et du coup, j'ai une auto-entreprise, j'ai des personnes qui m'aident, oui. Alors, avec ta période James Bond qui t'a révélé. Ah oui, en fait, j'ai eu plusieurs périodes. J'ai eu une période country, que vous allez voir, avec guitare, harmonica, mon père, ça c'est artistique. C'est les personnages. Et puis après, j'ai eu la période, je me suis dit, comment je vais faire pour comment vous dire, pour essayer de m'intégrer dans la chanson, et puis essayer d'interagir socialement avec les gens. Je vais m'intégrer, je vais m'habiller comme une James Bond girl. Alors du coup, j'avais les robes comme ça, les talons hauts, comme ça, où j'avais un peu de mal, c'était un peu compliqué, mais j'étais là comme ça. J'essayais de faire une expression un peu comme ça, tout ça. Et il y en a... J'ai appris après, quand j'avais fait les événements de James Bond, là, parce que je faisais du James Bond pendant environ 4 ans, 8 heures par jour ou 9 heures par jour. J'apprenais les dialogues par cœur, je regardais tous les films, j'apprenais les chansons, et j'étais que ça là-dedans, je veux faire du James Bond. Qu'est-ce que vous voulez faire, mademoiselle? James Bond. Voilà, et du coup, je m'habillais comme une James Bond girl, tout ça, et ça m'a aidée pendant une période. Donc, du coup, j'étais dans cet univers musical. Et puis après, j'étais à fond pour les trucs pour les enfants. Parce qu'à un moment donné, j'étais trop sexy et j'ai eu des problèmes avec les hommes. Parce que moi, j'arrivais pas à savoir que une mini-jupe comme ça et un décolleté carrément comme ça faisait des réactions aux hommes.
Je comprenais pas. Je dis quoi, c'est deux bouts de peau. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire les hommes avec ces trucs-là? Je vois pas où est le problème. Pourquoi on s'habillerait pas comme ça et on sortirait? Je comprenais pas. Et on me dit mais Élodie, tu devrais un peu là comme ça. Et Élodie, attention. Oui, quand j'avais 15 ans, à un moment donné, je suis sortie avec une robe plus ou moins transparente. Et je sais plus, c'était. Enfin, moi, j'avais pas mis de soutien-gorge, rien, et je me faisais arrêter. Enfin, elle était blanche, blanche, mais un peu. Et je me faisais arrêter au bord de la route. Mademoiselle, vous prenez combien, s'il vous plaît? Combien? Et moi, je comprenais, mais combien quoi? Et puis, bref, les voitures. Vous prenez combien? Et bref, il y a des choses que je comprenais pas. C'était compliqué. Puis, à un moment donné, il y avait un problème avec le regard, j'ai compris après que le regard, des fois, je regardais trop les gens, les hommes en plus, qui me fixaient. Du coup, moi, je les suivais comme ça. Des fois, mais Élodie, mais regarde pas comme ça, attention. Mais attention quoi, il m'a regardé. Donc du coup, des fois, il y en a qui souriaient, alors je refaisais un sourire miroir. Et je sais pas, je comprenais pas qui me draguait, qui voulait peut-être autre chose. Je comprenais pas, moi, tous ces trucs. J'ai mis du temps à comprendre. Bon, voilà, donc j'ai eu la période ultra sexy James Bond. Après, j'ai la période complètement enfant, musique pour enfants. Ensuite, j'ai la période slam, un peu rap, tout ça, où je parle, parce que j'ai des problèmes avec les hommes aussi, mais même quand je m'habille normalement, je vous rassure. Donc, enfin bref, ça a commencé tôt, ça a commencé à l'âge de 12 ans. Mais bref, j'ai une chanson où je raconte voilà, un peu, mais ça m'a fait du bien d'écrire tout ça. Et puis, après les reprises aussi, et les chansons intemporelles comme Edith Piaf, tout ça, toutes ces chansons anciennes. Voilà, et les chansons à voix, les chansons à texte. C'est pour ça que j'ai un univers musical assez hétéroclite en fait. Et on est en train de monter mon spectacle avec la mairie de Cannes, en collaboration avec la MJC Pico, la MJC Ranguin, et voilà. Et d'ailleurs là, je vais aussi faire ça sera pas le spectacle qu'on est en train de monter avec les décors et tout, mais le 12 avril, c'est-à-dire vendredi prochain, je chante à la salle Mimon à Cannes. Donc c'est une super salle avec des sièges rouges veloutés, des rideaux, des belles lumières, tout ça. Et moi j'adore, c'est trop bien, c'est mon univers, tout ça, je suis trop contente. Et voilà, je crois que c'est de 19h à 20h. Et si vous avez envie de me voir en condition de spectacle. Et voilà, et puis il y aura une petite interview au début, mais puis après voilà le concert. Puis après, bref, il y a d'autres personnes qui vont chanter. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais dire? Voilà, au départ, tu faisais ça en tant que bénévolat. Oui. Tu n'étais pas rémunéré. Encore beaucoup, le bénévolat. Je fais encore beaucoup ça, vraiment. Puisque là, pour la semaine prochaine, c'est pour une association Advi 06 pour les personnes diabétiques et les greffes. Et puis et aussi parce que j'aime tellement le faire. Je fais aussi ça pour les associations. Et depuis 2017, je fais aussi dans les résidences seniors. Donc là, on me donne de l'argent. Je suis surprise toujours quand on me donne de l'argent, mais je suis contente. Enfin, c'est toujours difficile, voilà, cette partie. Pour dire qu'au départ, tu faisais ça en parallèle de certains petits boulots. Oui, mes boulots que je réussissais pas. Et petit à petit, comme avec ton centre d'intérêt, le fait que tu aies les hormones, comme tu dis, qui déclenchent... Ouais, les hormones du bonheur, comme je dis, tout d'un coup, quand je suis sur scène, que j'ai un public, que je vais chanter, tout ça, mon corps, je sens vraiment qu'il y a des choses qui se passent dans la tête, au niveau de la respiration, au niveau... je me sens heureuse, je me sens bien, parce que c'est ce que j'aime. Voilà, et quand on en fait un truc, on est passionné, on se sent heureux, et du coup je dis qu'il y a des décharges de libération d'ocytocine qui vient dans son corps, l'hormone du bonheur, le taux de cortisol aussi qui baisse,
parce qu'on a un peu des dérèglements hormonaux, hein, la dopamine, sérotonine, puis l'adrénaline. J'ai besoin d'adrénaline, je fais toujours tout au dernier moment. On a pu voir ça hier, hein, quand vous êtes venus chercher mes... J'ai répété un peu au dernier moment, la liste elle était même pas faite, on fait tout au dernier moment, sinon ça ne marche pas. Donc je ne sais pas voilà, si vous connaissez ce truc-là aussi. Et il faut que j'ai une motivation, mais quasiment un peu genre le précipice. S'il n'y a pas le précipice, ouais, ok, j'ai le temps. Alors c'est pour ça qu'il y a Marie qui est là, elle est à côté de moi. Allez, on va faire ça. Allez, ah, d'accord, ok. Et là, tout d'un coup, sinon, seule, c'est terrible, vraiment terrible. Et puis après, j'ai eu une expérience aussi, je crois que c'est une de mes dernières, c'est dans un cabinet de notaire. Donc j'ai travaillé pendant 1 mois en tant que stagiaire du coup. Mais j'ai caché mes difficultés. D'ailleurs, j'ai caché, on m'a dit que j'étais la meilleure stagiaire qu'ils ont jamais eue. Parce que du coup, je savais rédiger les actes de naissance, les actes de mariage, les actes de décès. Alors c'est pas très fun, hein, mais bref. Mais par contre, ce qui était dur, c'était répondre au téléphone. Alors ça, c'était horrible. Oui, allô, cabinet du notarial, nanana, je faisais... Oui, bonjour, je suis Madame Dre, je voudrais... Oui, alors attendez, est-ce que vous pourriez répéter, s'il vous plaît? Madame Dre, oui, alors, vous pouvez répéter, mais ça fait 5 fois que je vous répète, je suis où, là vous pouvez me passer... Bref, ça s'est mal passé. Quand j'étais à l'accueil au téléphone, ça s'est pas bien passé du tout. Ça s'est mieux passé quand je rédigeais les actes, voilà, tranquille, dans une pièce enfermée. Et donc j'ai pas tenu, parce que c'était pas ma passion. Et du coup, à la fin de la journée, je pleurais. Je pleurais, en plus il fallait m'habiller d'une certaine façon que j'aimais pas, les vêtements ils me faisaient mal toute la journée, parce que là quand je suis toute habillée comme ça et tout, je vais pas rester toute une journée complète, quoi. En général quand je fais une prestation, c'est des petites demi-journées, quoi. Voilà, ça va être quelques heures, mais là une journée complète, habillée avec des collants qui serrent, des chaussures qui vont pas, on est mal, en plus il fallait manger comme les autres. Alors qu'est-ce qu'on mangeait? Un sandwich. Non, un sandwich, pas de pain, pas de mayonnaise, pas de jambon, ouais, la salade, mais alors peut-être vous pouvez le mettre à côté, mais alors c'était très dur, hein. Donc enfin bref, voilà, le travail ça c'est pas... Donc du coup à un moment donné j'ai été convoquée par Pôle emploi, et qui m'ont dit oui, on voit votre dossier, donc apparemment là vous avez été renvoyé, là vous avez fait un arrêt, là, donc qu'est-ce qui se passe? Moi je savais pas ce qui se passait, je dis je sais pas, je savais pas quoi dire, moi j'étais pas accompagnée, rien à l'époque, hein. Mes parents ils pensaient que j'étais comme tout le monde, enfin je crois, enfin je sais pas trop en fait, hein. Ouais, enfin ils voyaient qu'il y avait ils voulaient pas que je fasse les vacances de neige avec les autres enfants parce qu'ils avaient peur. Ils voyaient que j'arrivais même pas à mettre mes affaires dans un sac. Je savais pas les ranger. Je savais pas, puis en plus avec... enfin, vous voyez mes difficultés. Vous avez vu qu'il y avait des trucs bizarres. Mais après, voilà. Voilà, avec les années... et mes parents sont certainement sur le trouble du spectre autistique, mais à un différent niveau. Plus indépendant, avec moins de difficultés. Mon papa, il a une passion envahissante. C'est les chiffres. Là, il fait des conférences incroyables sur la symbolique des nombres, dès qu'on va parler, il va expliquer, voilà, je fais ça, mais parce qu'il a, pendant des heures et des heures, il écrivait sur les chiffres, les analyses, tout ça. Ma maman, elle, c'est l'homéopathie. Et puis, passionnée par, j'ai le droit de le dire, par les extraterrestres, les ovnis, tout ça. Donc à fond, elle va me parler. Oui, tu sais, là, il y a un grand blanc avec, comme ça, il a la race. Ça, des fois, moi, je m'en fous. Non, pardon. Non, mais bon, je suis pas passionnée par ça, mais bon, voilà, on a vécu des trucs sympas, mais voilà. Et puis après, et l'homéopathie. Il
Et après 15 fois par jour, oui, glonoïnum en 5 CH. Alors, tu as pris ton glonoïnum en 5 CH, 3 granules, 5 fois par jour. Ou alors 5 granules, 10 fois par jour. Alors, tu prends le tube, Alors moi, j'ai des problèmes avec les doigts. J'ai les doigts qui se coincent, syndrome d'Ehlers-Danlos. Les tubes, ouais d'accord, 5 granules, ok. Les granules, ok. Ah merde, j'en ai mis tout à côté. Bon, tant pis, je vais le dire, j'ai pris. Allez, tous les granules, ok. Et encore des autres granules, ok. Oui, maman, en fait, j'arrive, je vois ma mère, je dois ouvrir la bouche quand je vois ma mère. Je suis comme ça. Voilà, et j'ai appris que j'avais un cousin avec ma tante. Elle faisait la même chose de famille aussi. Elle donnait des granules dans la bouche de mon cousin. C'est incroyable, hein. Et aussi homéopathie à fond. Et lui, il était à fond Lego, chiffres, tout ça. Donc, il y a des prédominances génétiques quand même, hein, dans ma famille autistique. Hein. Donc, enfin, voilà. Oui, donc, j'ai monté une auto-entreprise avec de l'aide, bien sûr. Et maintenant, j'ai fait des voix off. Des prestations, j'ai écrit des scénarios pour des murder parties, j'ai une expérience bien sûr assez impressionnante. Là, on est en train de faire mon CV parce que je vais faire une formation de doublage au cinéma, donc voilà, et du coup j'ai... Du coup là tu es très productive. Ah oui. Et elle en oublie de dormir. Ça c'est vrai. Comment tu sais que j'ai pas dormi? Non mais tu crois qu'on te connaît pas? Mais je vous l'ai dit. Non, mais ça se voit, t'inquiète pas. Je sais pas, sur Facebook, je me suis réveillée, il y a 4 heures, t'avais publié quelque chose. Ah d'accord, ok. J'ai pas dormi de la nuit. Je sais pas, j'avais envie de déjà faire la conférence à 2h du matin. Bonjour. Bonjour. Donc, voilà. Alors, oui, j'avais l'esprit qui travaillait beaucoup, du coup. Voilà, oh, merde, les gens, ils le voient, pardon. Ils le voient, je dors pas. Donc voilà, j'ai écrit des livres, j'ai sorti des chansons, j'ai fait un livre sur l'ASMR. Donc l'ASMR, c'est le fait de parler tout doucement comme ça. Alors est-ce que tu aimes bien l'ASMR? C'est tout, voilà, c'est pour aider à s'endormir, à se détendre. Alors moi j'aime beaucoup comme ça. Voilà, je pourrais peut-être continuer à parler comme ça tout doucement. Donc j'ai sorti un livre comme ça avec une application audio. Voilà, pour aider à se détendre. Et des fois, je fais de la ASMR avec ma guitare aussi, sur des lives TikTok. Et les gens, ils aiment bien. Voilà. Alors, ouais, je fais plein de choses. Et puis j'ai mon meilleur ami qui est éditeur. Du coup, donc les projets, il est incroyable parce que on a lui, mes parents l'appellent Progetto, et moi je suis Progetta. Alors, tu l'as vu, hein, Marie, je l'ai présentée. Elle était hallucinée. Il est sur les projets, projet, livre, machin, il me fait tous les graphismes, machin, ok, allez, on fait ça. Moi, je fais les textes. Allez, vite, licorne des mers, projet, là. Alors, moi, c'est stimulant. Oui. Ah c'est une collaboration. Sans lui, j'aurais pas pu sortir tout ça. Voilà, c'est extraordinaire. Je vais quand même prendre la parole parce que la Miss là. Ça y est, ça s'en va. Ça part dans tous les sens. Oui, parce que effectivement, elle est très productive et elle part dans tous les sens et elle fait beaucoup de choses intéressantes. C'est vrai que quand on la voit, quand on a la chance d'être auprès d'elle, c'est vrai qu'elle est d'une originalité, d'une imagination, elle est vraiment intéressante parce que, comme vous voyez, elle parle bien, elle parle beaucoup. Je l'écoute beaucoup. Alors, mes parents ils m'ont posé des questions dans la voiture, voilà. Je répondais pas. J'ai dit je peux pas parler. Voilà. Donc là, elle parle, mais voilà, elle parle quand elle parle beaucoup quand elle parle de ses centres d'intérêt. Sinon, elle parle pas beaucoup. Elle s'intéresse pas beaucoup non plus à la vie des autres. Ça fait des mois et des mois que je la fréquente. Elle commence seulement à me poser des questions sur ma vie personnelle. Donc, oui, j'ai vu tes chats et tes chiens.
C'est pas un reproche, hein, attention. Donc c'est vrai que dans sa vie professionnelle, elle a trouvé cet échappatoire grâce à son centre d'intérêt. Mais tout ce qui va concerner les prises de rendez-vous, les facturations, les devis, la promotion, toutes ces choses-là, ça commence à être compliqué parce qu'elle s'est engagée dans une voie professionnelle où il y a plein d'imprévus. Il y a plein de... Choisir pire, en fait. Mais j'ai pas choisi, c'est la seule chose que je sais vraiment faire, alors... Voilà. Donc plein d'imprévus, plein de relations sociales. Oh, encore un truc, là, tout à l'heure. Une dame qui a pas compris, qui s'est vexée parce que je ne l'ai pas reconnue. Et du coup, elle a dit, bon, ben, on s'est désengagé de ton spectacle et tout, comme tu m'as fait la tête. Que... Encore un truc, là, sur Facebook, j'ai dit, oui, mais je suis autiste, machin, excuse-moi, j'ai de la prosopagnosie, j'ai pas reconnu, j'ai pas fait exprès, j'ai pas... Enfin, voilà, tout le temps, il faut que je me justifie. Pourtant, je dis, je suis autiste, hein, mais les gens ne comprennent rien, ils savent pas ce que c'est, l'autisme, voilà, en fait. Du coup, elle vous montre une facette, voilà... Moi, je la connaissais pas la facette, voilà. Mais moi, pour l'accompagner, l'autre facette, c'est ça, ce sont ses difficultés sociales, ses difficultés avec le sensoriel, avec donc tout ce qui est la planification, l'organisation. Quand il y a un concert, j'ai beau lui faire des listings et lui mettre des choses en place, j'arrive en croyant, maintenant j'ai fait une croix dessus, mais normalement j'arrivais avec une demi-heure d'avance en me disant je vais charger la voiture, mais non, parce que en fait, quand je vais chercher Elodie, il faut que j'y aille 1 heure ou 2 avant, parce que elle n'arrive pas à s'organiser. Alors c'est pas de la mauvaise volonté, c'est vraiment des difficultés par où je commence. Comment je m'organise. Il suffit des fois que j'insuffle le mouvement. Insuffle une impulsion. Voilà. C'est ça, être un peu guidé, un peu porté, un peu... Et c'est là, après, ben, voilà, mais hop, ben, tu vas partir et tout, je vais partir à autre chose, je vais... Voilà. Alors, il faut savoir que quand je travaille avec elle, je lui demande une tâche, elle me dit oui, elle est pleine de bonne volonté. On commence la tâche, puis d'un coup, je la vois partir. Et puis, alors, ça, c'est un déficit de l'attention, mais elle est hyperactive en plus, donc vous imaginez un peu le petit cocktail. Et donc, il faut que je la recentre sur son activité. Et donc, c'est vrai que dans une vie professionnelle habituelle, si on n'est pas accompagné par un coach, par du coaching, par un éducateur ou par quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine, c'est très compliqué pour un employeur d'avoir une personne autiste ou alors il faut, comme chez Adam Code ou chez comment ça s'appelle, les confitures, Andros, donc avec des structurations vraiment très fortes sur l'environnement et les activités. Donc là, Elodie, elle n'est pas dans ce cadre-là. C'est plein d'imprévus, plein de relations sociales, plein de rendez-vous à prendre, plein de coups de fil. Ah ouais, c'est énorme parce que moi, voilà, il y a ma partie sur scène, je suis bien, je vais chanter, mais tout ce qu'il y a autour de mon métier, mais c'est énorme. Les soirées, reconnaître les gens, dire bonjour, vous allez bien, nanana. Alors je fais bien sûr, j'ai ma personnalité, j'essaye d'être sympathique, tout ça, coucou, tout le monde et tout. Alors voilà, j'essaye entre gérer tous les gens, les informations et tout. Des fois, l'autre fois, on a dû rester au restaurant. Déjà, je pouvais rien manger avec mes difficultés alimentaires, c'était compliqué, le bruit, machin. Après, hop, on m'a donné le micro et hop, là, j'étais sur scène. Alors, je me recharge en ocytocine. Et là, je suis bien, Et après, au bout d'un moment, ça baisse. Et alors, tout d'un coup, les bruits, tout devient plus fort. Les gens, la fatigue. Et après, je craque. Alors là, dans ces cas-là, il faut vite partir. Ouais. En fait, comme j'avais vu, il y a des gens qui ont des bracelets vert, orangé, rouge. Des fois, voilà, j'ai la limite là. Là, c'est orange. Ça va arriver au rouge. Le rouge, je peux plus fonctionner. Faut limite que... voilà, je peux pas faire orange. Déjà, j'ai du mal à faire un sac, même vert, j'ai du mal à faire un sac. Enfin bref, c'est voilà, travailler dans le monde normal,
si j'avais pas eu toutes ces passions et cette aide à réaliser mes passions, mon papa qui a été un peu mon manager pendant des années, il m'a amené partout, on allait vers les gens, machin, des marchés, tout ça, mais toute seule, c'est quand même... Voilà, j'ai besoin d'accompagnement. D'ailleurs, je bénéficie d'une aide de Cap Emploi et la GFIP pour payer quelqu'un voilà, qui m'aide, donc pour le matériel, m'amener la sono, machin, tout ça, vous avez vu, hein, c'est pas rien quand je dois me déplacer quand même, hein. Mes tableaux, mes livres, l'ordi, la sono, enfin c'est tous les trucs à côté, c'est... Moi, la chariote. La chariote, il y a une chariote. La petite chariote. La chariote, ça la fait rire parce que j'appelle ça, c'est la chariote. Elle a toutes ses affaires personnelles dedans. Et donc, quand elle part quelque part, il a fallu que je lui fasse des listings aussi. Donc, les listings avec tout ce qu'elle doit emmener à chaque déplacement. Parce qu'à chaque fois, elle oubliait quelque chose. Donc, dans sa chariote, c'est tous ses effets personnels, avec sa bouteille d'eau, son oxygène, etc. Donc, il ne faut surtout pas oublier cette chariote. Alors, il y a même deux chariotes. La chariote artistique et la chariote personnelle. Et alors, elle m'a fait beaucoup rire cette semaine encore parce que... Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc, dans les relations sociales, elle a appris avec le temps, avec les années, avec ce qu'on lui a appris, à avoir des réponses sociales adaptées. Et donc, elle a eu une dame au téléphone, c'est ça? Alors, vas-y, je te laisse raconter. Bon, c'était une dame pour l'école, la petite formation que je veux faire de 4 jours. Donc elle m'appelle, bon, déjà imprévu, numéro imprévu, comment je vais faire, comment je vais répondre, parce que tout ça, ça y est. Bon, allô, oui, et j'entends un bébé à côté qui crie. Comme ça, du coup, moi, ça me perturbe. Je dis, mais comment elle fait pour bien parler à côté du bébé, tout ça, comment... Alors, j'essaye, je dis pas, j'ai mal aux oreilles, je serai avec mes parents, je le ferai, ou avec toi, mais je me contiens. Et donc, du coup, je sais plus, j'essaye de faire un truc social pour avoir l'air sympathique. Alors, du coup, je lui dis, pardon, alors déjà, il faudrait répéter la phrase avant de bégayer. Mais occupez-vous bien de votre petit bout de chou. Voilà, j'ai bien répété la phrase. Oh, mais c'est gentil. Alors du coup, elle avait l'air contente de l'autre côté. Alors moi je disais, oh, mais c'est un garçon ou une fille? Alors elle me dit, bon moi, en fait, je m'en foutais un petit peu, mais bref. Enfin, c'est dur de dire ça, pardon. C'est un peu. Non, c'est honnête, c'est honnête. C'est compliqué quand ça me touche pas directement, que j'ai du mal. Enfin, c'est compliqué. Et puis alors, oui, ok. J'essaye encore de faire un truc sympa parce que la petite fille, elle criait tellement que j'allais craquer. Donc du coup, je dis, oh, mais elle s'appelle comment? Elle s'appelle Lilou. Oh, c'est mignon, Lilou. D'accord, bon voilà, allez, à bientôt. Ah non, j'étais au téléphone. Des fois, je fais comme ça au téléphone. Et voilà, mais oui, c'est des trucs que j'ai appris, qu'il faut essayer de faire quelques questions aux autres, mais les questions pour les autres me sont extrêmement dures. Alors, des fois, je fais un peu comme Sheldon dans Big Bang Theory, je ne sais pas si vous connaissez. Bon, mais allez, là, ça va? Ça va? Alors, comment ça va? Ça va bien? Alors... mais je suis mal, j'arrive pas à comment essayer le mieux possible de m'intéresser aux gens, parce qu'en plus, quelqu'un commence à me parler de lui, je décroche super vite. Je suis là, ok, oui, alors, tu disais quoi? Oui, tiens, là, un pull bleu, tiens, là, un truc, le signe de l'autisme, là, comme ça, j'observe, il y a une chaîne, là, ok, et puis elle est en train de me parler, ok, alors, puis on a fait ça, mais dans ma tête, je vois rien, c'est le noir, blam, comme ça, parce que moi, j'ai besoin de tout mentaliser, par exemple, maintenant, quand Marie, elle me parle, je sais pas, qu'elle dit qu'elle va promener ses chiens, trop bien, parce que maintenant je sais ce que c'est la promenade du chien, je peux la revoir, je vois les chiens, je vois la promenade, je vois le lieu, et je suis contente, j'ai besoin en fait
de repères visuels, parce que sinon la personne, elle va me raconter des trucs, je ne vois rien. Et ce qui était très bizarre quand j'étais petite, je lisais énormément, mais j'appréciais plus les bandes dessinées, parce qu'il y avait les dessins, les situations. Et dans les romans, en fait, je ne voyais rien. Je ne voyais pas les personnages, je voyais pas... Ou alors je devais imaginer un personnage que j'avais déjà vu. Je recontextualise. Tiens, je vais mettre par exemple ma maman dans cette situation-là avec des objets. Ok, il y a une forêt. Alors j'ai imaginé la forêt que j'ai vue l'autre fois ici. Je recontextualise ma maman là, avec là. Ok, l'autre fois j'ai vu un truc dans un supermarché, donc là je vais le remettre. C'est comme si je faisais de l'assemblage. Donc pendant que la personne elle parle, elle va me raconter des choses. Et donc comment je fais pour suivre tout ça? Plus faire mon petit copier-coller là, c'est dur, c'est hyper dur. Voilà. Donc, Est-ce que vous avez des questions à lui poser? Non, personne n'a jamais de questions, c'est pas grave. Voilà, comme moi j'ai du mal à poser les questions, j'aurais une moi en face comme ça, qu'est-ce que je vais lui dire? Donc là, vous aurez compris que si je ne l'arrête pas, elle va parler pendant des heures. Parce qu'elle parle d'elle, elle parle de son centre d'intérêt, la chanson. Voilà, Maintenant, j'ai étudié l'autisme, du coup, je me suis passionnée par tout ça. Et voilà. Vous avez vu que j'ai du mal à en placer une. Ah oui, pardon. C'est pas vrai. Donc voilà, donc, pour dire, Élodie, c'est que, voilà, en fait, là, elle va commencer à décrocher. Si elle ne joue pas de la musique, elle va avoir une grande fatigue qui va arriver, donc c'est pour ça que je l'arrête. Eric, tu as une question? Eh ben oui, forcément, dans son centre d'intérêt. Ah, musicothérapeute. Voilà. Tu joues toute seule ou tu joues avec d'autres musiciens et comment tu gères ça? Alors, pardon, ça fait rire. Je joue plutôt toute seule. J'ai essayé de jouer dans des groupes, mais c'est extrêmement compliqué de gérer des gens en plus dans mon univers. Même quand je fais des duos, c'est compliqué. Voilà, il faut bien l'avoir répété, bien que la personne elle soit toujours au même endroit, que vraiment parce que il va y avoir voilà, et puis socialement le côté rencontrer des musiciens, tout ça, c'est toujours très très dur dans ma vie. Vraiment, ça a été la quête de ma vie, c'est rencontrer un guitariste. Mais bon, je vous dis pas le nombre de guitaristes que j'ai rencontrés ou de pianistes où du coup ça a pas collé pour plein de diverses raisons parce que je suis trop peur des variations. Oui, aussi. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'en musique, j'entends des accords, tout ça, je peux improviser des mélodies, écrire des paroles, tout ça, mais si c'est de l'autre côté, le musicien qui, sur une chanson connue, je parle, parce que moi j'improvise sur n'importe quelle base d'accords, tout ça. Mais si je vais être en train de chanter, lui il va faire... Mais on n'avait pas fait ça l'autre fois. Et moi je vais m'arrêter en pleine répétition, mais t'avais pas fait ces notes l'autre fois. Du coup ça dure pas longtemps, les relations entre les musiciens. Oui, puis il faut pas changer de micro. Ouais. Pourquoi faut pas changer de micro? Parce que j'ai mon repère sensoriel. Parce que quand on me passe un micro, le problème c'est que je sens souvent la laine des gens qui ont parlé dans le micro. Alors des fois j'ai du gel hydroalcoolique, je vais faire comme ça, je vais mettre une petite bonnette et tout, parce que dans mon milieu malheureusement j'essaye de prendre le mien le plus possible, mais des fois il faut que je parle ou chante dans un micro qui n'est pas à moi. Et là, quand c'est pas à moi, l'odeur, la sensorialité, tiens, c'est pas le même, alors que je le tiens comme ça, celui-là, oui, ok, enfin voilà, il faut tout calculer, il faut tout, parce que l'aspect sensoriel chez moi est très très développé, les odeurs, tout ça, et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Mince, attends, je me suis perdue. L'aspect sensoriel, les bruits, en fait, quand c'est ma sono, ma musique, ma voix, je vais gérer parce que je sais ce qui va se jouer, je sais. Mais par contre, si c'est moi, je vais être de l'autre côté et il faut écouter
un chanteur, eh ben, je vais vite avoir mal aux oreilles, je vais aller loin, je vais me désintéresser très vite. Voilà, c'est compliqué pour moi d'assister à un concert, par exemple, alors que je suis chanteuse, je devrais assister tout le temps à des concerts et tout. Ben, des fois, il y a des trucs, ça va être trop fort, je supporte pas les groupes. Je pourrais préférer une personne qui va chanter avec ses bandes son ou avec la guitare. Et les groupes, le batteur, je vais être là, tout va trop vite, il y a trop de choses. Elle a juste arrêté. Oui, elle s'est arrêtée. Sophie? Est-ce que du coup, vous arrivez à faire des duos avec quelqu'un en chanson ou non? Oui, j'ai déjà fait des duos, mais il faut que ça soit bien répété en amont, bien préparé. Voilà, c'est possible, mais c'est toute une répétition. Moi, je suis là, il est là. Ok, moi c'est tel moment. Ok, ça peut être possible, mais après duo en improvisation, c'est peut-être plus compliqué. Ouais. Ouais, toujours pareil, c'est ce problème d'adaptation, d'improvisation, d'un imprévu, d'une certaine réalité aussi. Oui. Hein? Tout doit être pareil, tout le temps, comme ça. Et c'est rassurant, et c'est parce que c'est la voie de la facilité. Mais après, on me disait, mais sors de ta zone de confort. Alors là, les gens, ils aiment bien cette expression, hein. Alors, sortir de sa zone de confort quand on est autiste, c'est quelque chose qui peut être parfois terrible, qui peut faire mal, qui peut déstabiliser, qui peut faire pleurer, qui peut faire avoir des crises. C'est dur. Mais après, si ça devient une habitude, après, d'accord. Mais il faut mettre en place des routines, des choses. C'est comme au début, j'avais vu une psychiatre soi-disant spécialisée dans l'autisme. Moi, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, routine, tout ça à l'époque. Parce que moi, mes routines, c'était mes parents qui me les faisaient. Ok, je te fais à manger, telle heure, t'as ça. Mais je ne savais pas qu'en fait, c'était des routines, tout ça. Et la dame, elle m'a pas... Bon, est-ce que vous avez des routines? Je n'avais pas prévu la question. Non. Alors vous n'êtes pas autiste, hein, si vous n'avez pas de routine. Voilà comment on peut arriver à des mauvais diagnostics à cause de mauvaises questions. C'est terrible, hein, quand même. Hein. C'est quand j'y repense que la psychiatre, elle m'a déstabilisée avec ses questions imprévues. En fait, finalement imprévues. Maintenant, je sais répondre à tout ça. Alors, tu n'as pas abordé ce sujet justement où, avec la suspicion, les mauvais diagnostics, cette incompréhension dans le travail, etc. La dépression, l'anxiété que tu as développée. Oui, quand on ne sait pas ce qu'on a, pourquoi on est différent, pourquoi j'ai développé après des troubles dépressifs énormes, parce que j'étais dans ma petite chambre, chez mes parents, pendant 37 ans, sans savoir, avec des petites pauses chez des ex-copains avec qui j'ai été, mais je ne comprenais pas pourquoi tout était dur, dormir avec quelqu'un, bref, il y avait plein de trucs assez complexes. Je ne me rappelle plus de la question. Le fait justement de ne pas avoir de vie sociale, de ne pas avoir une vie professionnelle, et les mauvais diagnostics, et cette incompréhension, voilà, la dépression. Oui, ça mène à la dépression. Ne pas savoir ce qu'on a, ne pas comprendre. Moi, je fais plus Bon, j'ai des petits moments, des hauts et des bas, comme dans la... Enfin, puisque plus j'ai de prestations, et moi, mieux je me sens. Mais après, quand il y en a moins, c'est un petit peu plus triste. La dépression. Ouais, ne pas être compris. Oui. Ne pas être compris. Et oui, c'est dur. Prise en compte dans les charges quotidiennes qu'elle a du mal à gérer. Structurer aussi ta vie quotidienne. Ah oui, complètement. Je ne savais pas que c'était si difficile de gérer un appartement, une vie complète. Bon, maintenant, je suis contente. Hein. J'ai mon appartement, mais j'ai besoin... là, tu n'as pas été là pendant quelques jours. Je me suis sentie perdue. Complètement perdue. Heureusement, mes parents,
ils m'ont aidé. Mon papa, maintenant, il me fait la vaisselle et tout. C'est très dur pour moi faire la vaisselle. C'est les odeurs, le tactile, prendre les objets. Des fois, ça fait mal. Des fois, truc commencer par quoi? De la fonction exécutive. Ça peut être très dur, très difficile. Donc, une table, ranger une table avec tout un... dès là, je suis là. Quel objet va à quelle place? Et là, je bug. Alors, je vous rassure, elle sort très bien les affaires du placard. Ah oui, ouais, surtout avant un concert. Quand j'arrive après chez moi, c'est le tsunami, quoi. Voilà, donc vous l'avez compris, hein, la vie quotidienne, mais voilà, il faut reproduire ces prises en charge dans la vie professionnelle. Savoir que ça se travaille des années en amont. Quand on a, selon les capacités du jeune, un visuel sur le futur qui est vraiment inquiétant. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Et le jour où mes parents ils peuvent plus, mais qui va m'aider? Qui va s'occuper de moi? Parce que des fois je suis un peu comme une petite fille dans certains trucs, hein. D'ailleurs à un moment donné j'avais un copain, il a arrêté parce que il m'a dit j'ai l'impression d'être avec ma fille. Enfin il n'avait pas de fille, hein, mais il me prenait un peu comme ma fille. Maintenant c'est mon meilleur ami. Mais voilà, c'est lui qui m'a appris plein de trucs, qui m'a aidé à faire des choses. Mais après on a vu qu'il y avait des choses qui étaient quand même dures, hein. J'ai vite, hein, les courses seules, hein, par exemple. c'est pas. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, on va passer au petit concert parce que comme ça, Elodie va se ressourcer un petit peu. Sinon, elle va plus avoir d'énergie et elle va nous laisser sans son concert. Je commence à avoir envie d'un goûter, d'une pause. Tu veux faire une pause? Allez, on va faire une petite pause et puis on reprend pour le petit concert. Merci. Voilà, merci.